J'aimerais aussi remercier le Point éphémère de nous accueillir, tout particulièrement Baptiste. Et également remercier Adrien de la librairie du quartier, la librairie du Canal, qui tient table aujourd'hui. Et si vous voulez, à la fin, faire signer des ouvrages, eh bien, marhaba bikoum, vous êtes les bienvenus. Florent, il a déjà fait paraître Explore chez Questions Théoriques, mais surtout, il fera paraître aussi aux éditions La Fabrique, le 5 avril, l'ordinaire de la littérature, que peut encore la théorie littéraire. Voilà, donc je lui laisse la parole. Je suis très contente que la discussion se passe entre vous. Merci Stella, merci de ces petits mots d'introduction. Bonjour à tous, merci effectivement d'être tous là, très nombreux, c'est vraiment chouette. Alors on va discuter donc de contre la littérature politique. On a la chance là d'avoir deux contributrices du volume. Je vais les présenter un peu, mais bon, en fait, je crois que vous les connaissez bien l'une et l'autre. C'est deux autrices qui comptent tout court, qui comptent à La Fabrique, pour La Fabrique aussi. Louisa, c'est l'autrice, de Rester barbare, évidemment. Et puis Nathalie, c'est à la fois Les années 10, Un hamster à l'école, et puis La cavalière chez POL. Voilà, tout va bien se passer récemment chez POL. Voilà, alors pour peut-être commencer vraiment à rentrer dans la discussion et sur la parution de Contre la littérature politique, la première chose, je crois qu'il faut dire, c'est noter, enfin c'est le fait le plus flagrant, c'est qu'on se trouve dans une conjoncture éditoriale assez manifeste où on a vu paraître depuis quelques mois un certain nombre de publications, dont Contre la littérature politique, mais il y avait aussi Littérature et Révolution chez Divergence de Kawthar Archi et de Joseph Andras. Il y avait l'abrégé de littérature Molotov de Matchko Dragan chez Terre de Feu, s'il me semble bien. Des Faire voir de Sandra Lucbert chez Amsterdam. Et puis, si on remonte un tout petit peu à cet été, on pourrait compter aussi sur la littérature embarquée de Justine Hupp. Bon. Alors, cette conjoncture-là, ou cette convergence éditoriale-là, c'est peut-être la première chose sur laquelle je voudrais vous questionner l'une et l'autre. A provoqué des manifestations, des rencontres, des émissions, des podcasts. Voilà, ça a été l'occasion vraiment d'échanger ou de discuter un peu. Là, on a la chance ce soir de discuter entre autrices de Contre la littérature politique et de discuter de près et de se concentrer sur le livre. Donc ça, c'est vraiment une chose vraiment super. Et de ce point de vue-là, il faut remercier le Point éphémère pour cela. Alors, cette convergence de publication, cette convergence éditoriale, elle pourrait être considérée comme une sorte de symptôme d'une demande ou d'une attente. Et c'est peut-être la première question sur laquelle je voudrais m'arrêter. Une demande de politique en littérature, une demande politique en littérature, bon, sans doute, mais en fait, une demande de la part de qui ? De la part du lectorat, de la part du champ, de la part des acteurs de la vie politique, des militants. Voilà, il y a un truc là à clarifier à mon avis, c'est si cette conjoncture-là est un symptôme d'une demande, c'est quoi cette demande exactement ? La demande, elle vient supposément du lectorat de La Fabrique, ou tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire plutôt du milieu, on va dire militant, ou ancré à gauche, ou tout ce que vous voulez, radical, etc. Et c'est par là un peu que je commence les quelques remarques qui ouvrent le livre. Hein. C'est qu'est-ce que c'est que cette littérature politique qui serait à la fois suffisamment littéraire pour être littérature ou pour être qualifiée de littérature, et à la fois suffisamment militante pour être politique en même temps. Et avec une espèce de jeu entre, bon alors, on met où la barre ? 50-50, 20-30, etc. Il y a tout un jeu là-dessus sur savoir combien de politique il faut mettre dans la littérature pour qu'elle soit assez littéraire, assez politique, mais pas trop, mais etc. Bon, c'est un jeu plutôt comique au fond, parce que ça se passe pas vraiment comme ça. Ça commence, voilà, ça s'ouvre sur cette question-là.
du partage entre littérature et politique. Après la demande, moi ce qui me semble, c'est que j'ai le sentiment que qu'on est peut-être, je me demande si on n'est pas, mais ça vous pourrez en parler tout à l'heure peut-être, surinformé, une partie de notre camp est surinformée de ce qui s'est passé dans les années 70, 80, etc. Et qu'il y a une espèce de collage de l'attente actuelle sur des formes d'engagement littéraire ou d'engagement politique qui datent d'il y a 40 ou 50 ans. Je me demande si derrière cette attente, il n'y a pas la vieille figure de l'écrivain militant, tel que l'une des catégories de Barthes, donc qui date des années 50, peut-être 60, je ne sais plus. J'ai le sentiment que c'est ça qu'on essaye de faire revenir comme une espèce de fantôme, comme ça, d'écrivain militant, donc écrivain un peu militant professionnel, en étant écrivain professionnel, quelque chose qui se passe comme ça. Et ce calque-là, en fait, je pense qu'on ne peut pas vraiment le reproduire comme ça aujourd'hui, qu'on ne peut pas avoir cette satisfaction-là d'avoir une littérature militante, claire, ancrée clairement, parce que de toute façon, la période n'est pas si claire que ça. Donc ce travail de clarté, pourquoi il devrait être fait par une partie de la littérature ou des gens qui écrivent comme ça de la fiction ou de la non-fiction, c'est pareil, hein, alors que la période n'est pas celle des années, je sais pas, c'est pas les années de la gauche prolétarienne, c'est pas les, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Moi, je dirais que la question qui se pose, la nature de cette question, donc du rapport qu'entretient la littérature avec la politique, en vérité, on pourrait croire qu'elle se pose parce que on a envie de s'interroger sur comment penser une littérature qui serait effectivement comment dire, sensible au bruit du monde, comment elle ne serait pas déconnectée du réel, alors que, en vérité, je crois que si on la pose, et notamment dans ce projet-là, plus spécifiquement, si on la pose, c'est que, au contraire, on est complètement, enfin, on assiste aujourd'hui à une production de textes et de livres absolument monumentales qui se veulent politiques, qui se disent politiques, qui se vendent politiques surtout, puisque c'est un argument marketing extrêmement efficace aujourd'hui. On veut dire tous les textes sont politiques, les romans sont politiques, et que je crois que ce qui unit les auteurs de ce livre, puisque finalement ce qu'on a produit c'est des formes extrêmement hétérogènes, mais il y a quand même quelque chose, il me semble, sur laquelle on est tous d'accord. Le présupposé, c'est que c'est une arnaque, cette histoire-là, que toute la littérature est politique, et que c'est une arnaque à deux niveaux, en tout cas sur les deux niveaux. À la fois une arnaque du point de vue politique, puisqu'en vérité, ce dont il est question, c'est moins d'une politisation de la littérature que d'une neutralisation du politique par la littérature, puisqu'en fait, ce qu'elle fait, le geste qui est opéré, en vérité, c'est une espèce de... Comment dire, on s'accapare des motifs liés aux luttes progressistes, et voilà, aux luttes sociales, et on les traite, en fait, quand on écrit des livres en traitant des sujets. Et en fait, je dis, on les traite à dessein, parce que dans traiter, il y a à la fois le fait d'en parler, de les expliquer. Donc là, il y a quelque chose déjà qui, pour ma part, est déjà un problème. Et ça, c'est un truc que tu écris bien dans ton texte. C'est-à-dire cette idée qu'il faille mettre sous la lumière. Tu sais, tu dis on allume la lumière, les néons, là. Et puis on va commencer à essayer de disséquer ce qui se passe dans la société, en fait. Donc il y a un geste dont on veut comprendre ce qui se passe. Et en même temps, on comprend qu'en le faisant, en fait, on le neutralise au sens où quand tu veux disséquer un organe, en fait, il faut qu'il soit mort, quoi, pour qu'on le dissèque. Donc la matière est déjà morte, en fait. Donc il y a ce traitement dans ce sens-là, et le traitement aussi d'un point de vue, j'allais dire au sens un peu médical du terme, comme on traite une maladie, quoi. Ouais. Et donc il y a ce rapport, un peu cette idée que la littérature, elle viendrait réparer des problèmes, elle viendrait réparer une espèce de dysfonctionnement dans la société, et que voilà, ce serait un... Comment dire, ça c'est une expression de Johann Feuerber qui dit que il y a une littérature SAV, c'est le SAV de la vie sociale, donc du coup elle viendrait là pour comment dire, voilà, pour combler. Et alors et donc il y a donc ça c'est le niveau politique de l'arnaque, mais il y a aussi du point de vue littéraire, c'est-à-dire c'est aussi une arnaque du point de vue de la littérature, puisque
en vérité, ça cantonne la littérature à n'être qu'une espèce de vernis comme ça, appliqué sur la réalité, le réel, une espèce de supplément d'âme, en fait, qu'on saupoudrerait au-dessus en fait, des travaux sociologiques qui existent déjà, par ailleurs. Et donc on se demande quelle est la plus-value, véritablement, de la littérature, quoi. L'un des derniers avatars de ça, c'est cette idée de littérature du care, en fait, du soin, de la consolation. Alors c'est pas très nouveau, mais ça a été remis en service assez récemment, on va dire, par des gens tout à fait autorisés. Je crois que même historiquement, depuis... je ne suis pas historiste, je ne fais pas d'histoire de la littérature, mais l'une des tâches de la littérature, en tout cas de 80 ou 90% de la littérature qu'on peut acheter dans les librairies et d'une grande partie de la poésie, c'est le désamorçage. C'est désamorcer. C'est très difficile dans ce cadre-là de la littérature telle qu'elle se publie, y compris même chez des éditeurs tout à fait, vous voyez ce que je veux dire, bien sous tout rapport. C'est très difficile de trouver le biais, de trouver la ruse, de trouver l'astuce pour casser ce truc qui est, voilà, ça désamorce. C'est là pour, au fond, arranger les choses. Il y a un poète qui s'appelle Jean-Marie Glaise qui dit la poésie, c'est pas fait pour arranger les choses. Et on peut, je crois, il faut absolument l'élargir. Alors, évidemment, la littérature dans son ensemble et aux arts dans leur ensemble. C'est évidemment pas pour maintenir le statu quo et c'est pas pour arranger les choses. Sauf que, dans le détail, c'est pas si simple que ça, quoi, parce qu'on est dans un cadre où les livres paraissent à côté de tous les autres livres et c'est une vaste opération d'arrangement quand même, malgré tout. Donc là-dedans, il faut s'y retrouver. Alors sur cette histoire de consolation et de réparation, c'est vraiment un enjeu fondamental, notamment parce que ça obture complètement toute perspective utopique, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose, on va essayer de réparer, on revient sur le présent immédiat, et la littérature, si elle répare, si elle met un petit pansement sur la réalité, elle est incapable d'être prospective en réalité. Ça, on se prive d'imagination utopique, quoi, d'imagination politique, et ça, c'est un vrai enjeu, je crois. Ouais. Ouais, ça, juste 2 mots là-dessus, parce que je pense que ce que tu viens de dire, ça participe effectivement du fait que c'est une arnaque aussi pour la littérature, puisque en vérité, ça oblige finalement le littéraire à être adossé à une espèce de langue en fait complètement appauvrie, parce que elle doit être extrêmement à la fois didactique. Elle doit être accessible, elle doit être la plus lisse possible, la plus simple. Et en fait, c'est quelque chose c'est des formes caressante. Enfin, là, vraiment la plus caressante. Pas carrément. Et en fait, du coup, ça, je veux dire, oui, vraiment, ça ne, comment dire, ça l'empêche précisément d'expérimenter des formes nouvelles, quoi. Je trouve que il y a un vrai socle comme ça qui se pose sur elle. C'est le problème du réalisme, dont on n'arrive pas à sortir. Il est toujours là. Et c'est la grosse question. C'est le problème de Aragon du PC, quoi. Hein. Alors déjà, Aragon, quand il était poète, il a quand même fait des textes très vite, en fait, relativement traditionnels dans leur écriture, y compris dans la période surréaliste. Heureusement qu'il y avait un collectif autour qui venait après Dada. Mais je veux dire, le problème qu'on a, c'est le problème du réalisme. Et depuis, évidemment, au moins le 19e siècle. On avait fait... je crois que tu n'étais pas là, mais il y a eu une rencontre il n'y a pas si longtemps que ça avec un public qui était... Enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Sauf qu'on nous demandait qui était Victor Hugo sur la scène. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de Victor Hugo. Victor Hugo, il est mort, c'était au 19e. On peut pas vous refaire un Victor Hugo, parce qu'on ne peut pas annuler le 20e siècle. On ne peut pas annuler ce qui s'est passé. Et il s'est passé des choses vraiment intéressantes dans la littérature. Et ce que tu as fait dans le livre, c'est pour ça que je cite cet exemple du texte de Louisa, c'est pas du réalisme, c'est une ruse. Alors on va en parler de son texte, hein, je pense, c'est une ruse, c'est une astuce. Et il me semble que cette manière dont tu as eu de farcir un classique, entre guillemets, de l'épopée d'autre chose, hein, mais tu vas en parler, c'est dans ce genre d'opérations qui ont l'air un peu frontales, un peu simples, que ça peut se trouver l'une des portes de sortie.
Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas rester enferré dans l'idée que plus on va raconter les choses clairement, simplement, dans une phrase claire comme de l'eau de roche, avec une syntaxe classique, scolaire, on est complètement aussi, c'est ça le problème du réalisme, hein, c'est qu'on est complètement tous, je suis prof dans la vie par ailleurs, on est complètement infusé par une scolarisation de la littérature. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on choisit, et je le sais très bien puisque je suis dans le milieu depuis des décennies, ce qu'on choisit chez les auteurs classiques, ce sont les passages qui bousculent pas la langue. Vous voyez, parce qu'on est censé apprendre évidemment la langue française correcte. Qu'est-ce que c'est aux élèves, vous voyez, aux jeunes, aux ados. Et l'une des racines du problème, elle est là. C'est qu'on est dès le début dans la langue française classique, correcte, qu'il faut apprendre, c'est celle-là. Et les exemples qu'on va trouver, c'est dans les romans réalistes, ou les récits réalistes, ou les choses dites simples, etc., etc. Sauf qu'il y a des trucs hyper kiffants et très excitants ailleurs. En plus que le réalisme, en fait, c'est peut-être la question simplement de la représentation, enfin de la mimésis, enfin plus généralement, c'est-à-dire de la littérature comme une fenêtre qui donnerait de manière complètement idéaliste sur le réel, sans le transformer, sans intervenir, le regarder. Pour le regarder comme ça, sans y toucher, quoi. Alors, il y a un point sur lequel je voudrais revenir dans cette discussion. C'est un livre qui écrit contre. Bon, il y a l'idée de faire un contre-pied ou de faire un contrepoint avec quelque chose. De ce point de vue-là, c'est une sorte de rebond par rapport au livre d'Olivier Neveu, Contre le théâtre politique, qui disait, mais c'est les idées que Louisa a développées, que le théâtre devait être politique et que le problème était qu'on voulait absolument, qu'on enjoignait absolument à ce que le théâtre soit politique et que ça provoquait une sorte de lénification, de neutralisation, comme tu disais. Et surtout pour s'acheter une sorte de bonne conscience, pour se justifier une place dans la cité, comme on dirait si on était au Modem avec François Bayrou, quoi. Bon. Et est-ce que c'est pas aussi ça un peu ce que vous avez essayé de faire dans ce collectif, de ne pas s'acheter une bonne conscience et au contraire d'essayer d'affronter une certaine mauvaise conscience, d'avoir une littérature qui n'a pas des pouvoirs, pas de super pouvoir, pas de pouvoir surestimé ou qui se paierait de mots, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de cette mauvaise conscience-là? Non, mais ouais. Alors sur la mauvaise conscience, alors toi tu disais, il y a deux choses quand on dit qu'on écrit contre la littérature politique, parce qu'il y a à la fois effectivement ce que j'ai dit, on écrit contre cette neutralisation du politique par l'invocation du politique sans cesse, et en fait dénaturé, vidé de son sens et de sa substance, et parce que ça, voilà. Donc c'est une approche libérale du politique en vérité. Voilà. Donc en fait c'est une littérature politique, on pourrait dire, mais ce qu'elle a de politique, c'est qu'elle est libérale. Donc elle est adossée, elle est contre-révolutionnaire, elle est adossée au pouvoir. En fait, elle est adossée au système hégémonique. Et donc, elle est politique en ce sens-là, mais elle n'est pas politique au sens où nous, on l'entend quand on dit que, pour nous, le politique, c'est ce qui ouvre un horizon émancipateur, en fait. Donc, il y a ce geste-là, mais il y a aussi un autre contre, je dirais, c'est écrit dans l'introduction qui est écrit par l'éditeur, qui consiste à dire l'éditrice... qui consiste, c'est le neutre masculin, qui consiste à dire en fait que on va pas, précisément pas, adopter une position de surplomb vis-à-vis de ce que devrait être le politique et ce que devrait être la littérature vis-à-vis du politique. En fait, ça, c'est des questions qui presque se posent, sont trop abstraites. En fait, elles se posent pas comme ça, presque jamais au moment où on écrit. Bon, on est obligé de le dire sous cette forme-là, mais en vérité, quand on écrit, en fait, on écrit, donc on est en pratique. Ouais. Et c'est ça qui m'a plu dans ce projet, qui m'a intéressé, c'est que on m'a demandé
mettre, en fait, de pratiquer l'écriture et de pratiquer l'écriture et dans cette perspective-là, dans la perspective de effectivement de penser cette relation-là, mais et ça je trouve ça intéressant parce que aujourd'hui il me semble que on a affaire à beaucoup de paroles qui édifient, même des paroles critiques, mais qui vont édifier à nouveau, qui vont édifier à nouveau une nouvelle façon de ce que devrait être la littérature, l'écrire, etc. Et qui ferme le champ. Et qui ferme encore, en fait, mais de l'autre côté, d'en face, en fait. Ça, voilà, il me semble que c'était entre ces deux choses-là aussi qu'on a été invité à produire, quoi. C'est la vieille poussée française d'apprendre plein de choses, quoi. Hein. On a tous envie d'apprendre plein de choses. C'est une phrase de Jean-Michel Blanquer, d'ailleurs. Hein. J'adore apprendre plein de choses. Et ça, vraiment, il faut s'en méfier, hein, parce que derrière, il y a ça. Vous voyez, le roman, ou le livre, il est sympa, sans plus. Mais alors, quand même, je savais pas, puis j'ai appris un truc. Non, je crois que si vous voulez toucher le nerf, faut toucher la langue, hein. Faut toucher l'agencement, tous les mots que vous voulez, le dispositif, je sais pas quoi. Faut pas seulement, je pense, chercher à raconter des choses qui vont vous apprendre des trucs, quoi. Et ça, c'est un peu ce que tu disais, hein, c'est que le livre, il fait ça. C'est-à-dire qu'il y a combien, 6 auteurs, non? Je sais plus combien on est. Chaque fois, c'est différent. Chaque fois, il y a un registre différent, il y a un genre différent. Il y a un auteur qui fait un essai. Donc, évidemment, avec un ton plus assertif, on va dire, hein, c'est Tanguy Viel. Les autres, ils essayent. Vous comprenez, le truc, c'est faire un essai et essayer, c'est pas tout à fait pareil. Et les autres, ils ont une ruse différente à chaque fois. Et c'est dans cette espèce d'inventaire et de diversité des ruses que on peut, moi avec les autres, hein, et déjà à l'intérieur du bouquin, et les gens qui prennent le bouquin, qui le lisent, c'est là qu'on peut se servir, j'allais dire, trouver des outils où se dire, ah ouais, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la manière dont c'est dit, autant que dans ce qui est dit, parce qu'il n'y a aucune assertion politique définitive là-dedans, je ne crois pas, dans aucun des textes, en fait. Hein. Et voilà. Super. Alors justement, sur les outils, on va peut-être parler des armes dont Louisa... que Louisa aborde en fait dans son texte. Ça s'intitule « Chant pour des armes splendides ». Je trouve que c'est un texte, comment dire, c'est un résultat de toi aussi tu as des armes en fait, plus rester barbare, et ça produit ce texte-là. C'est amorcé, disons, par le chant 18 de l'Iliade, et ensuite, donc, c'est une sorte de dialogue avec Thétis, on voit Achille, le barbare, présenté comme barbare. Comment tu situes ce texte-là par rapport à Rester barbare? Est-ce que c'est une sorte d'extension, de prolongement, d'expérimentation au-delà de Rester barbare? Comment tu le présenterais? Bah oui, je pense que c'est bien de le présenter comme ça. Peut-être que pour comprendre comment j'en suis arrivée là, peut-être même revenir sur, je pense, qui fait la spécificité de mon parcours en fait, et du coup de la proposition, à la fois pour Rester barbare, mais du coup aussi celle-ci. C'est que la spécificité de mon parcours, c'est que moi, finalement, ma rencontre, j'allais dire, je suis venue à l'écriture par la politique, en vérité. C'est-à-dire que souvent c'est l'inverse, ou alors il y a une rencontre. En fait, il n'y a pas eu de. J'ai pas eu ce moment où j'ai eu la rencontre entre j'ai eu une écriture littéraire et j'ai eu une écriture politique de l'autre côté, puis je les ai fait fusionner. En vérité, vraiment, je me suis mise véritablement à écrire au sens de travailler la langue au moment où j'ai commencé à militer, parce que j'ai été militante en fait avant d'écrire Rester barbare. J'ai été militante au sein du Parti des Indiennes de la République. Du coup, je le suis toujours dans cette famille, cette tradition politique qui s'appelle le mouvement décolonial. Donc, et c'est en fait à ce contact-là, c'est au contact de l'élaboration de textes politiques que, en fait, j'ai vu concrètement, ce que la politique faisait à la langue.
c'est-à-dire que j'ai vu la langue en fait se transformer au contact du travail politique. J'ai vu d'abord comment la langue pouvait être effectivement un espace de contrainte, c'est-à-dire que c'est un espace donné dans lequel on est un peu piégé. Enfin, je veux dire, il y a un système linguistique hégémonique. Il y a des mots qui veulent plus dire ce qu'ils veulent dire, mais qui dominent. Il y en a qui sont vidés. Voilà, il y a des mots qui. Donc j'ai vu qu'il y avait cette nécessité de la travailler pour ces raisons-là, parce qu'en fait, elle nous empêchait de penser des outils, même pour penser là, en fait, des horizons et des stratégies d'émancipation, des stratégies politiques. J'ai vu comment elle pouvait être également, du coup, un champ stratégique à investir, que effectivement, c'est un lieu, c'est un lieu de guerre, en fait. Pour en revenir à mon texte, pour moi, la littérature, c'est la guerre. C'est un lieu où on fait la guerre. Et donc, c'est un champ de bataille, effectivement, où, en fait, on doit répondre au coup, et effectivement, pour ces raisons-là aussi, on doit ruser, on doit élaborer des manières de répondre, on doit inventer de nouvelles formules, de nouvelles façons de dire, de nouvelles... Ça, c'est des choses qui, par ailleurs, se retrouvent très bien dans le livre qui est sorti à la Fabrique aussi, de Jean-Jacques Le Cercle, Lénine et l'arme du langage, où il décrit très bien ça, c'est-à-dire il décrit très bien comment, finalement, le travail militant, qui est principalement, mais pas que, mais qui est quand même principalement un travail discursif, en vérité, n'est pas sans rapport avec aussi le processus d'invention littéraire, en fait. Parce que c'est ça, travailler une langue, c'est se débattre à l'intérieur et c'est de trouver de nouvelles choses, la faire dire autre chose, quoi. Et donc, notamment, il prend l'exemple des mots d'ordre, des slogans. Ça, c'est des choses vraiment, je veux dire, qui parlent aux militants. On sait ça quand on a assisté à ces moments-là où il a fallu trouver un slogan. C'est vraiment là, pour le coup, c'est inventer une langue, quoi. Et inventer une langue au contact, effectivement, d'un horizon, mais aussi de manière générale, c'est presque ça se tient en soi, quoi. C'est une formule qui se tient en elle-même. Et donc voilà, donc le langage comme arme au sein d'une guerre, etc., c'est des choses que j'ai déjà en moi. Et en fait, je veux dire, je conçois pas l'écriture autrement que comme ça, en vérité. Mais pour moi-même, c'est-à-dire, je veux pas, pour moi-même, je peux pas concevoir d'écrire autrement. Mais ce que ça signifie que quand j'écris, en vérité, j'écris toujours dans une espèce de tension qui, à la fois, je veux faire émerger, évidemment, un geste singulier, puisque je suis un être singulier, mais ce geste singulier, il est toujours en tension par rapport à une parole collective que je tiens à porter. Et cette parole collective, elle est pas que celle d'une condition, qui est la mienne, qui est la condition des post-colonisés, des générations post-colonisées, mais qui est aussi en fait un collectif de personnes de chair et d'os, quoi. C'est-à-dire de chair et d'os qui m'entourent et envers qui j'ai une espèce de loyauté, en vérité. Et je dis loyauté, et je sais que quand je dis loyauté en littérature, c'est des mots qu'on a du mal à entendre dans ces milieux-là, parce que on a le sentiment tout de suite que c'est des choses qui veulent dire que en fait ça va assécher mon geste, ça va borner mon écriture, puisque ça va la soumettre à un impératif, idéologique, quoi, de fidélité. Voilà, elle va trahir, ça l'écrit. Et donc le geste de la littérature, normalement, c'est un geste extrêmement libre, où tous les horizons. Et en fait, je ne dis pas que ce danger n'existe pas, je pense qu'il existe effectivement. Mais en même temps, je crois qu'il faut pouvoir dire et comprendre que cette espèce de rapport à la loyauté, en fait, c'est la loyauté à des gens, mais aussi, du coup, à un horizon révolutionnaire, à des idéaux, à des valeurs, en fait. Donc, c'est porté aussi par quelque chose de grand. En fait, c'est ça qui fait que mon texte, en vérité... D'où l'épopée, d'où l'épopée. C'est-à-dire que mon texte, c'est pas juste un bricolage, parce que je sais qu'il y a de ça,
il y a du bricolage, c'est vrai que et c'est important de dire qu'il y a du bricolage, parce que quand on dit ça, en fait, on veut aussi tordre le cou à cette image de la littérature qui serait un truc comme ça. C'est en gros, c'est le mec qui est touché par la grâce. Et donc, c'est important de dire, mais non, la littérature, c'est Héphaïstos qui est dans sa grotte, c'est le forgeron qui a des mains encrassées. Et je tiens au fait qu'on ait des mains encrassées. Effectivement, on fait... Parce que déjà, quand on fait de la politique, on a les mains sales. La politique, c'est les mains sales. Mais aussi, la politique, c'est pas que les mains, c'est pas que le bricolage. C'est aussi un rapport à un certain sens à des valeurs, à ce pourquoi on écrit, pourquoi ça vaut la peine d'être écrit et d'être vécu, en fait. Donc, je pense que dans mon texte, ce que je tiens à faire, c'est de garder à la fois une dimension effectivement bricolage pour tordre le cou à cette littérature comme ça avec un grand L, et en même temps il n'y a pas que ça. En même temps il y a un souffle, et qui n'est pas que le souffle de la littérature, qui est aussi le souffle de la politique, parce qu'en général dans la répartition on considère que la politique c'est ce qui est rattaché au sol, quoi. Et la littérature, c'est ce qui est rattaché aux cieux. Là, je crois qu'en fait, les deux se contaminent et les deux sont, tiennent cette tension. Ouais, d'accord. Le lyrisme peut tout contaminer. Il faut faire très attention quand même. Hein. On a quand même certains comités qui, n'est-ce pas, ont plutôt investi un champ lyrique. Poste de Bordien, etc. Donc, bon, voilà. Alors, je ne nie pas, je ne suis pas là pour, évidemment, j'en ai parlé dans Tomate, de ça, je ne nie pas l'efficacité concrète d'une langue un peu emportée, un peu lyrique, un peu d'ailleurs complètement imbibée de français classique, voire, je ne sais pas, Blaise Pascal d'ailleurs, plutôt qu'autre chose. Mais je vais juste préciser, tu es revenu dessus et il faut absolument le faire. Quand on dit, voilà, il ne faut pas passer par une langue scolaire, une langue simple, une langue je ne sais pas quoi, attention, il ne s'agit pas de sortir une langue singulière, tout armée de sa tête ou je ne sais pas quoi. Il y a des bricolages en effet. Il y a des procédures, il y a des systèmes de montage, il y a des systèmes de détournement, des systèmes de réutilisation du français médiatique, remédié, tout ce que vous voulez, qui permettent aussi de faire la guerre d'une autre manière que dans une narration un peu plus convenue, quoi, si vous voulez. Le tout, c'est que ça n'aille pas de soi, parce qu'on est entouré, on est bercé, on est baigné, on est infiltré complètement par une langue qui va de soi. Et pas forcément seulement, le problème c'est ça, pas forcément seulement la langue de BFM ou de je sais pas quoi, ou de Macron, parce que c'est même pas des langues, ça c'est autre chose, c'est des espèces de, je sais pas, de conglomérats étranges. Mais on est aussi tous, et moi la première, tout le monde, je veux dire, on n'est pas, c'est pas parce que vous écrivez ou que je sais pas quoi que vous êtes indemne de ça. On est traversé par des formules, par des choses qui passent en nous, qui nous traversent, qui au fond ont un sens préconçu, quoi, si vous, qui ne nous permettent pas d'essayer de tout simplement de prendre un peu de recul, de réfléchir, d'avoir un peu de distance, quoi. Vous voyez ce que je dirais? Les textes là, qui sont des textes de bricolage, tous, j'allais dire, particulièrement peut-être, je dirais, les trois premiers, parce que ce sont des textes poétiques, les trois premiers. Je veux dire, Volodine, il est quand même dans une forme de récit, donc de métaphore un petit peu, vous voyez, de ce que ça pourrait être une aventure politique, quelque chose de politique. Il y a les 7 Tanguiviel, et les 3 essais de Louisa, de Leslie Kaplan, et puis aussi ce que j'ai essayé de faire, c'est du côté, je crois, de ce qu'on peut appeler une forme de poésie ou de tentative poétique. Et vous voyez, c'est... la première partie, j'allais dire, s'appelait « Toi aussi tu as des armes ». Il est sorti à la Fabrique il y a une bonne dizaine d'années, me semble-t-il. C'était sous-titré « Poésie et politique ». C'était sous-titré « Poésie et politique ». Alors le deuxième, là, il est sous-titré « Littérature et politique », mais il y a la moitié des textes, bien bons, peut-être plus, qui sont en fait aussi des textes poétiques. Parce qu'il y a, dans ce qui s'est passé depuis, j'allais dire, depuis le romantisme au moins, donc ça fait 2 siècles, des essais, des tentatives, de l'expérimentation, des choses qui permettent vraiment de, pas seulement se fabriquer une armure, on en reparlera peut-être plus tard, c'est pas passer à « moi aussi j'ai une armure », c'est garder cette phrase de Kafka qui est « toi aussi tu as des armes ». Et si toi aussi tu as des armes, ça veut dire que tout le monde, pas seulement nous évidemment, toi aussi tu peux te saisir des armes splendides qu'on arrive à attraper de manière plus ou moins, comment dire, ouais, amateur, pourquoi pas.
faut le dire aussi, on n'est pas des pros, on n'est pas là pour être des pros, quoi. Alors justement, donc, il y a plein de jalons là qui sont posés d'un coup par vos interventions. Méfiance envers le réalisme, méfiance envers la représentation, méfiance envers la langue qui serait une sorte de médium neutre comme ça, où ne s'exprimerait aucun rapport de pouvoir, au contraire. Et puis, donc, toi aussi tu as des armes, c'est-à-dire la question de la relation politique qu'on va nouer avec son lecteur. Et là, de ce point de vue-là, le texte de Leslie Kaplan pose vraiment les choses vraiment super bien. Bon, ce texte s'appelle « Donnez-moi un mot, juste un mot ». Et elle a un petit passage où elle dit « Croire qu'on peut être maître du langage appelle la révolte ». Et c'est tout en fait un super... Enfin, un texte vraiment précieux de ce point de vue-là, où il faut faire en sorte, où c'est une invitation, disons, à inventer une politique de la lecture, de laisser une place, de ménager une place aussi à son lecteur. Alors, je le dirais comme ça un peu vulgairement, mais sans lui chier dans les bottes, enfin, sans le sermonner, sans lui faire la leçon. Sans lui donner le mode d'emploi de A à Z. Sans lui donner la panoplie du mode d'emploi, etc. Comment on fait pour construire une politique émancipatrice de la lecture, justement, particulièrement dans la poésie? Ou pas, enfin... Montrer comment ça cherche. Comment... rien n'est... En fait, le truc, c'est ça. C'est que c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours été admirative non, pas vraiment maintenant, parce que je suis trop vieille, mais un peu épatée par exemple, les gens qui font des plans avant. Vous voyez, ils ont leur livre, là, et puis ils font des plans. Alors, partie 1, ils vont mettre ça. Partie 2, ils vont mettre autre chose. Partie 3, etc. Et puis, ça se déroule comme ça. Alors, tout est étalé, et puis, il faut remplir les trous. Alors d'abord, je suis incapable de faire ça, donc le problème est réglé, j'ai pas essayé de le faire. Mais vous cherchez en cherchant, j'allais dire, vous cherchez en écrivant au fur et à mesure. C'est quasi du premier. En fait, les phrases que j'ai écrites là, c'est pour en lire juste pour vous donner une idée, parce que franchement, ça se passe dans la manière dont c'est fait, donc c'est difficile d'en parler sans en lire 10 secondes, quoi. Ça cherche en écrivant, hein. Je ne sais pas comment vous dire, je vais essayer de vous en prendre quelques-unes. Un jour, Wittgenstein a rectifié innocemment « Le jeu est un autre » de Rimbaud. Je dis innocemment parce que tout ce qui l'intéresse, c'est de philosopher. Il le répète assez, pas de faire de la littérature. Wittgenstein, alors, autre phrase... Wittgenstein a écrit « Je », entre guillemets, n'occupe pas une position centrale dans la grammaire, c'est un mot comme les autres. Fermez les guillemets. Autre phrase, « Dans la grammaire, voilà qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille parce que la grammaire, elle est à nous. » Elle est à qui la grammaire ? Elle est à nous. Mais alors ça, c'est pas. Je m'étais pas dit, tiens, je vais reprendre le truc et je vais mettre la grammaire. Elle est à nous, à nous, à nous. C'est la phrase de vous voyez ce que je veux dire ? C'est la phrase de Wittgenstein. C'est comme ça que ça se télescope. La phrase du célèbre Wittgenstein, machin. Vous voyez ce que je veux dire là, hein, cette espèce d'architecte bizarre. Et puis cette phrase géniale qui est quand même, voilà, tous les mots sont à égalité. Voilà, je est un mot comme les autres dans la grammaire, ni plus ni moins. Donc ça. Hop là, toute la question de l'intime, vous voyez ce que je veux dire, du personnel et de tout ce que vous voulez, du lyrisme, voilà, hop là, c'est balayé, on passe à autre chose. Et après, c'est ça, ce qui passe, que vous écrivez, et là, télescopage, la grammaire, elle est à qui ? Elle est à nous. Et là, on peut reprendre quoi ? La phrase de tout le monde. Parce que nous, c'est nous. C'est pas seulement moi, évidemment, c'est vous, c'est nous. Vous voyez, et c'est comme ça que le texte avance comme ça, de phrase en phrase, par un système presque de ping-pong et de télescopage comme ça. Et il se fait, c'est comme ça que je l'ai écrit, je ne sais pas comment vous dire, hein. Je l'ai écrit comme ça, par ping-pong, au fur et à mesure, parce que je le fais souvent comme ça, en fait, ça m'arrive de faire comme ça. Et alors, le côté pratique de la chose, c'est que comme c'est des phrases un peu séparées les unes après les autres, vous reprenez, vous pouvez très bien en loger une autre en plein milieu. Ça ne bouscule pas tout le texte et vous n'êtes pas obligé de tout refaire. Ce que je veux dire, c'est une solution de paresseuse. Mais la question de la paresse, elle est très importante dans la poésie depuis au moins, je ne sais pas, les utistes de Rimbaud. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas le travail, la question de la paresse. Comment faire pour
moins travaillé, le moins travaillé possible. C'est aussi une réponse à ça, ce texte, en pratique. De ce point de vue-là, vos deux... Moi, non, mais j'aimerais rebondir parce que c'est très la formule qu'a dit, il faut montrer qu'on cherche. Et ça, je suis tout à fait d'accord en fait avec ça. Et en fait, je pense que j'ai écrit mon texte comme ça. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est ça que je fais quand je dis, par exemple, que Tétis Longora, elle pourrait s'appeler ta mère. Et puis Achille, il pourrait être ça. C'est-à-dire que je veux dire, c'est un truc où je suis en processus. C'est-à-dire que je montre que je suis en train de rechercher comment on pourrait, comment je peux me saisir d'un tout autre ordre discursif qui est quand même la mythologie, qui est quand même une autre langue, un autre monde, parce que je pense comme je dis tout à l'heure, je cherche à désincarcérer, je pense, nos récits, les récits de post-colonisés, de la forme archive, de la forme témoignage, et de la langue qui est toute pauvre, etc. Et donc, je le fais en cherchant à la mettre au contact d'autres langues, d'autres mondes. Et ce faisant, j'aurais pu, par exemple, je sais pas, le faire vraiment et puis sans montrer comment je le faisais. Mais en fait, je l'ai fait en le faisant. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été... je veux dire, j'ai été débloquée dans ma tête en regardant un film qui est... en fait, justement, c'est drôle parce que c'est pas un film. C'est un film sur un film qui aurait dû se tourner, mais qui n'a pas pu se tourner. C'est un film de Pasolini. En fait, c'est Pasolini qui se filme en train de préparer, en fait, de se faire du repérage en Afrique pour adapter Oreste dans l'Afrique contemporaine, quoi. Et du coup, il se filme en train de... Donc, le film n'a jamais eu lieu, au final, il l'a pas fait, mais il fait ça. Et en fait, c'est déjà une œuvre. En soi, ça crée une œuvre. Et en fait, il est là, et puis il a cette façon de faire, il filme des gens comme ça, et puis il dit, ah bah tiens, lui, par exemple, ça pourrait être Oreste. Elle, par exemple, ça pourrait être un tel. Elle a la langue d'un tel, mais il lui manque ou alors ce geste-là, ça c'est un geste qui pourrait correspondre à... Mais sans ça, en fait, donc il fait toute une élaboration comme ça, il cherche les furies, il se dit, les furies, ça peut pas être des êtres humains, et il voit des grands arbres monstrueux, il dit, ça, par exemple, ce serait les furies. D'accord. Et c'est magnifique, en fait. Et ça je me suis dit, ok, en fait... C'est ça, créer. On va déballer la création. C'est ça, en fait. C'est ça qu'on fait quand on crée. C'est vraiment le point commun entre vos deux textes. C'est-à-dire, d'un côté, le texte un peu strié comme ça, par des incursions chez Louisa, et puis les remarques qu'il y avait déjà dans Astronomique Assertion, dont toi aussi tu as des armes, et qui a un style comme ça qui permet d'ouvrir l'œuvre et de la faire exploser, quoi. De laisser beaucoup de vide. Oui. Beaucoup de vide, beaucoup de circulation, beaucoup d'air, beaucoup de trous qu'on n'est pas obligé de combler, mais qui permettent des circuits différents suivant les lectures, je crois. Donc ménageant une place pour une lecture. Pas chercher la maîtrise absolue, pas chercher le moi aussi j'ai une armure, pas chercher à fournir d'abord le mode d'emploi, après l'exemple concret, et en dernier je boucle le tout avec une ressaisie théorique. Une ressaisie théorique de l'ensemble, qui est une position, alors je crois qui est très intelligente certainement, mais dont l'autorité, voire l'autoritarisme me gêne en fait. Le problème, c'est que est-ce qu'on est là à se saisir, se ressaisir de la question politique, c'est-à-dire de la question politique, pour affirmer une position, se barder de, vous voyez ce que je veux dire, en pensant que ça va aller mieux et qu'on va être plus guerrier, plus équipé, ou est-ce qu'on est là aussi pour garder une position, je veux dire, réellement égalitaire, horizontale, comme on dit. Hein. Bon. Voilà. On n'est pas on ne donne pas de mode d'emploi. On n'a pas de solution toute faite. Mais il y a des outils, voilà, à disposition. Ce qui n'empêche pas des mésusages. C'est-à-dire, tu cites là, dans ton texte...
l'exemple d'Alice Zéniter qui se retrouve sur le bureau de Bruno Le Maire. Elle l'a cherché, sans le vouloir, hein, mais elle l'a cherché. Mais justement, c'est ça la question, c'est comment on résiste à des appropriations ou à des mésusages. Est-ce qu'on doit laisser faire? Rien n'est jamais sûr, hein. C'est-à-dire, je dis aussi un peu après que si ça se trouve, il y a mes bouquins sur la table de qui, je sais plus qui je cite, de Liliane Bettencourt. Hein. Si ça se trouve, Liliane Bettencourt, chez elle, dans son salon, elle a, pourquoi pas, contre la littérature politique, quoi, j'en sais rien, moi. Hein. Qui sait? Après tout, c'est dans n'importe quelle librairie, puis elle se dit, ah, bah, c'est bien, c'est un livre contre la littérature politique, je vais le mettre sur la table de mon salon, comme ça va être bien, quoi. Mais on n'est jamais sûr de ça. De toute façon, ils lisent pas, on s'en fout, hein. Les bourgeois, ils lisent pas. C'est des incultes cultivés, inculte-cultivé. Et c'est ancien, hein. C'est pas la dernière bourgeoisie parisienne qu'on entend merder sur les pays baltes. Vous avez vu cette séance-là, hein? Non, mais c'est une scène géniale, il faut la jouer. Mais si vous ne connaissez pas, vous allez taper Luc Ferry, Daniel Cohn-Bendit, pays baltes. Là, vous allez vous taper une barre trop géniale, quoi. Non, mais c'est pas nouveau. C'est pas, oui, bon, là, c'est vrai, on est dans le fond et on creuse encore, mais enfin, eux, mais c'est pas nouveau, hein. Il y a une grande partie de la bourgeoisie qui a toujours été un culte cultivé, quoi. Alors bon, tant pis, hein. Il peut y avoir des erreurs, comme des choses comme ça peut exister. Et je pense que c'est à ceux qui écrivent, au fond, à nous, à faire attention, en fait. Alors, il y a un livre. Moi, j'ai rien contre Alice Zéniter. C'est quelqu'un de très bien. Je suis sûre que c'est quelqu'un de très bien. Et que, voilà. J'ai même lu un livre d'elle. Il n'y a pas de souci. Simplement, ces textes, pas elle, mais ces textes peuvent être récupérés par, je ne sais plus quel ministre, là en l'occurrence, je ne sais plus lequel c'est. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, voilà. Alors Bruno Le Maire fait circuler sur Twitter, je ne sais pas, c'est un tweet, je ne sais pas ce que c'est. Ah, je suis en train de lire ce livre d'Alice Zéniter, il est formidable, etc. Pourquoi et elle est obligée derrière de renvoyer un tweet en disant non, mais faut pas, écoutez pas ce qu'il dit. Moi, je suis vraiment de gauche et il sait pas ce qu'il lit ou je sais pas quoi. Alors, je comprends que ça puisse arriver, c'est pas une attaque, c'est juste, on fait attention comment on écrit. Parce que si on écrit un peu dans certains rails, il n'y a pas de souci. Bruno Le Maire, il va lire le livre, il va dire que c'est génial. Et même Darmanin, il peut dire, oui, bah, vous savez qu'il a placé sur la couverture du Paris Match où il est en une, il y a un montage où il y a trois pléiades un peu surdimensionnées qui apparaissent, quoi. Vous voyez, donc il flotte en l'air. Enfin bon, ouais, mais je pense que le graphiste s'est amusé quand même. Enfin, j'espère. Et vous voyez, tout est possible. Ça, c'est possible aussi. Mais il y a peut-être des moyens d'un peu. Alors, ce que je dis c'est un peu rapide. Hein, il faudrait y revenir. Mais de se bonifier le livre, de se bonifier la phrase, de se bonifier la manière dont c'est fait, ces romans ou cette littérature-là. Enfin, j'espère en tout cas que l'on peut échapper à cette idée que vous allez être récupéré par putain Bruno Le Maire quand même, quoi. L'homme du renflement, c'était quoi déjà Ouais, bah ouais, c'est dur, c'est difficile. Hein. Et alors, il y a peut-être une dernière question, après on passe aux questions. L'une et l'autre, enfin, vous avez dit, vous méfiez du surplomb, vous méfiez de l'autoritarisme ou de l'autorité. Question très simple, si l'autrice, l'écrivain, l'auteur n'est pas au-dessus, sur sa tribune, sur sa chaire, en train de pontifier ou en train de professer, en train de sermonner, en fait, on a eu des éléments de réponse avec Louisa et la question du militantisme, mais il est où, en fait? Il est où s'il n'est pas au-dessus, s'il n'est pas en dehors de la mêlée? Bon, alors effectivement, mais moi, c'est pour ça que je disais, je pense que j'ai une position spécifique, c'est-à-dire que je dis pas que du coup, il faudrait que tous les écrivains soient des militants rattachés à des organisations, hein, c'est pas du tout ce que je défends, mais en revanche, enfin, je vais dire, en l'occurrence, c'est ce qui se passe dans ton cas, ouais. Voilà, pour moi, voilà. Ouais. Mais il y a aussi, je veux dire, ça a aussi des conséquences littéraires, au sens où je pense que même mon énonciation, c'est-à-dire que j'ai pas un rapport au sujet qui serait celui, voilà, il y a un élément centralisateur comme ça qui serait le centre de responsabilité, ouais. Et tous mes énoncés, c'est moi qui les dit. C'est d'ailleurs pour ça que c'est un jeu, enfin c'est presque un chœur au sens choral. Oui, oui. Mon chant, parce qu'il y a plusieurs voix en fait en moi.
donc qui sont liées aussi à une expérience de la condition, de ce que ça signifie, voilà, de vivre à l'intérieur déjà d'une langue, qui est le français, en étant une fille d'immigrés algériens, c'est-à-dire du coup à l'intérieur d'une langue qui est la langue de ma domestication, donc qui forme un peu d'aliénation, mais qui en même temps qui est la seule que j'ai, qui est la seule qui m'arme aussi. Donc il y a ce truc comme ça où je me débat, et ça crée en fait différentes instances d'énonciation. Ça crée qu'à la fois, c'est ma culture, je veux dire, je suis issue de cette culture-là, j'ai lu la mythologie, j'ai lu Homère, et en même temps, j'ai une langue, un autre type de langue que j'ai développé par le militantisme, mais aussi par ma vie de fille arabe, voilà. Et donc j'ai fait une espèce de mélange comme ça, mais qui est pas non plus, comment dire, simplement un syncrétisme ludique, quoi. Ah ouais, ouais. En fait, je crois que ce que je voulais montrer, parce qu'en fait, il y a la voix à droite et il y a la voix à gauche. Donc, a priori, quand on lit comme ça, on comprend que la voix qui est à gauche, c'est celle de la Aide. C'est celle du poète. Qui est un peu plus classique. Pris dans sa forme. Voilà, qui est pris dans sa forme, etc. Et l'autre, c'est celui qui vient un peu foutre le bordel, c'est un peu le moi. Mais déjà, c'est pas si bien réparti que ça, en vérité, parce qu'on voit que ça crée effectivement un effet de friction, mais aussi un effet de contamination. Parce qu'en fait, en vérité, il y a des moments où la Aide, il part en vrille aussi, il dit des trucs... et ça le déraille. Donc, mais parce que c'est comme ça aussi que ça se passe, en vrai, il me semble que c'est comme ça que ça se passe. Donc je voulais pas que tout soit bien rangé au bon endroit pour qu'on comprenne. Voilà, donc ça, c'est ça qu'on est en train de faire, etc. Et aussi, je crois que à la lecture, en fait, c'est ce que j'espère, que le lyrisme, il traverse aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que effectivement, le trivial, il arrive dans la partie de la Aide, mais que le lyrisme et l'épique, en fait, il arrive aussi dans ma langue à moi, dans ma langue à la fois militante, dans ma langue de fille d'arabe, etc. Mais tout en restant cette langue-là, c'est-à-dire sans avoir à la traduire, sans avoir à la changer. C'est-à-dire qu'on comprenne, qu'on comprenne en fait que c'est là que c'est émouvant. C'est dans la partie à droite que ça devient beau en fait. Mais dans son jus, qui est un jus. Qui normalement est un peu grotesque. Je veux dire, c'est des références, c'est très, hétérogènes. Enfin, je veux dire, c'est les DZ, Vegeta, c'est des trucs qui sont normalement un peu. Ouais. Même s'il y a deux voix et que c'est peut-être compliqué de. Ouais, il faudrait que je change de ton. J'ai jamais lu encore mon texte. C'est vrai. C'est une première. En plus, il faut que je choisisse. Ok, je vais commencer par un peu une forme de début. Donc, une déesse mère te prie de façonner des armes nouvelles. C'est Thétis Longuerobe qui pourrait aussi bien se nommer ta mère, qui pourrait aussi bien dire quelque chose comme « Est-il une déesse vivant sur l'Olympe qui supporte en son cœur autant de deuil détestable ?» Quelque chose comme « Ah, que je suis malheureuse, mon fils, de t'avoir mis au monde, si brève est ta part de vie, si fragile. » Ta mère Longuerobe qui porterait bien ce désespoir antique, déesse mère qui remue le ciel, remue la terre, qui implore sous le ciel mauvais, vengeance pour son fils, justice pour son fils, quelle différence ça fait. Elle supplie les puissants pour son fils au destin rapide, demi-dieu hélas, trempé pourtant à la naissance dans les eaux infernales, comme toi-même trempé dans le grand brin trouble des peuples outragés, en guerre toujours recommencée. Fille de l'eau, Thétis Longuerobe n'a pas de forme, mais les a toutes pour son fils. Et quel fils? Achille, le meilleur des Grecs. Achille qui pourrait aussi bien se nommer ton frère, ou se nommer toi-même, Achille éructe à la face de son roi, face de chien, comme tu dirais, Wedelkelb, ainsi que les vénérables pères nous l'ont appris, avant le crachat qui signe. Touarlik, Agamemnon, roi des porcs, ronge-peuple, peigne-cul, plastronneur, boutefeu, crapula, roi fantoche, fils de pute, oui. Agamemnon qui pourrait aussi bien être quelque chose comme ton pays, pays de merde, oui. Perdre mon honneur, amassant pour toi trésors et richesses, tu pourrais aussi bien le dire, qui d'autre dit. Dans la coupe
c'est dans la coupe et dans le seau que tout se tient. C'est là que ça... Douche froide, douche chaude. Et pas robinet d'eau tiède, comme disait Alféry dans son texte. Mais Et donc, non, juste pour terminer, du coup, voilà, je voulais que, au final, au bout d'un moment, que le lyrisme il passe de l'autre côté et qu'on se dise, en fait, cette partie-là, ce qui fonde en fait notre personnalité profonde, en vérité, notre personnalité historique, est à la hauteur de l'Iliade, en fait. Il est à la hauteur de ce qu'il y a, à droite. Ça le vaut. Ouais. C'est aussi grand, en fait. C'est aussi beau, c'est aussi... Voilà. On passe au temps des questions ? Oui, on peut passer aux questions. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, ce livre-là, Contre la littérature politique, et d'autres, Rester barbare et Hamster à l'école, sont sur la table de la librairie du Canal. Je vous propose de ne pas prendre une question puis de revenir à la tribune, mais de prendre quelques questions et de revenir à la tribune. Pour Nathalie Quintane, si j'ai bien compris, la phrase c'était « La grammaire, elle est à nous », c'est ça ? Je voulais savoir qui était ce « nous », en fait. Et pour Louisa Yousfi, c'est par rapport à la transposition des personnages d'Homère. Si j'ai bien compris, donc Achille est un indigène, on pourrait dire, et pour aller vite. Et ça va. Et Agamemnon représente plutôt l'État colonial, si je ne me trompe pas. Dans ce cadre-là, en fait, que sont les Troyens ? Parce que si j'ai bien compris, Patrocle est Adama Traoré. Mais du coup, je ne sais pas vraiment, mais vous avez sans doute fait exprès de ne pas être trop didactique et pas trop explicite. Voilà, je voulais savoir un peu ce que vous pensez de ça. Déjà, merci beaucoup pour ce livre et pour cet échange. Moi, en vous écoutant, je me demandais, mais ça va reprendre des choses qui ont été un peu dites pendant l'échange, si finalement pour nous très global qui cherchons de la politique en littérature et de la littérature en politique, est-ce que c'est pas aussi la preuve que en fait encore là, on est prisonnier des formes discursives, on est prisonnier de l'ordre social, parce que finalement, est-ce que quand on parle de littérature politique, ce qu'on cherche, c'est pas à donner une mission à la littérature je pense à Jacques Rancière qui a beaucoup écrit sur ce mot-là, qu'il n'aime pas du tout à raison, de décrypter en fait, parce que à la fois on attendrait de la littérature et de l'art qu'il nous aide à décrypter le réel, et en même temps on nous demanderait, on se cherche à se mettre dans une posture de décrypter la littérature. On lit des textes, des fois on comprend pas spontanément, et en fait il y a un message caché qu'il faut aller chercher. Moi, je sais que dans mes études littéraires, il y avait vachement cette dimension-là, et l'explication de texte, c'est en fait le texte, il dit quelque chose dans une langue incompréhensible, poétique, et on doit le traduire en français compréhensible. Et donc, et finalement, du coup, le passage au milieu militant, il y aurait peut-être cette attente illusoire que les textes opèrent sur nous. Par exemple, on va lire un roman qui contient un message féministe, et le lisant, on va être plus féministe. Ou alors un livre qui est réactionnaire, le lisant, on va être plus réactionnaire. Et du coup, est-ce que enfin, je sais pas, ma question n'est pas très claire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de ponts avec la manière dont le discours dominant conçoit tous les registres discursifs, que ce soit le journalisme, la science. On cherche à éduquer les masses, en fait. Est-ce que c'est pas ça qu'il s'agit de conjurer, en fait, cette espèce d'illusion-là ? Alors j'ai une question qui peut s'adresser à Nathalie Quintane, mais Florent et Louisa peuvent y répondre. Je me souviens d'un texte que tu as publié, Nathalie, il y a 10 ans, dans les années 10, et qui s'appelait « Pourquoi l'extrême gauche ne lit-elle pas de littérature ?» Est-ce que 10 ans après, tu ferais le même constat ? Est-ce que l'extrême gauche lit plus de littérature ? S'intéresse-t-elle plus on va dire aux expressions littéraires ou aux formes littéraires? Est-ce qu'elle écrit de la bonne littérature? Et n'y a-t-il pas ce qu'on pourrait appeler un développement inégal, c'est un vocabulaire un petit peu marxiste, entre d'un côté une conscience accrue des luttes et de la politisation en 2024, et d'autre part une conscience de l'historicité des formes littéraires et poétiques, notamment dans l'héritage des avant-gardes? Est-ce qu'on n'est finalement pas dans cette même disjonction entre conscience formelle et conscience politique? Moi, j'avais une question par rapport au mot réparation, parce que je crois que Nathalie, toi, tu l'as mis du côté de
de l'écriture du soin, de la littérature du soin, je crois. Donc je le vois comme quelque chose de négatif, si j'ai bien compris. Mais la réparation, moi je la vois du côté justement des décoloniaux. J'ai l'impression que c'est un mot essentiel en fait. Donc je sais pas, c'était quelque chose que... Et sinon, sur la position, voilà, en tant que femme et à la veille de manifs féministes, quand vous parlez d'une position non de surplomb, moi je le vois aussi comme une position antipatriarcale, enfin bon, du littéraire ou de l'artiste qu'on connaît, quoi, qui est un homme bourgeois en général. Et donc voilà, est-ce qu'il y a aussi votre position de femme là-dedans qui est en jeu? Non, moi je vais répondre d'abord à la question sur si Achille c'est un héros décolonial, quoi, qui sont les Troyens, etc. Alors en fait, moi c'est des questions que je me suis posées aussi. Et j'ai compris que j'avais tort de me les poser, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas de traduire exactement l'Iliade dans la période contemporaine. C'est-à-dire, limite, ce serait ce serait presque un peu ridicule, en fait, en vrai, de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que moi, simplement, je me sers d'une langue et d'un monde, et je me sers d'un imaginaire, et j'en fais un peu ce que je veux, voilà. Et en fait, même Achille, en vérité, il est mouvant. Je veux dire, il n'est pas qu'un héros décolonial. Au bout d'un moment, un peu, même lui, en fait, je m'en détache. Je l'aime bien jusqu'à un certain point, et puis finalement, c'est pas lui qui m'intéresse. En fait, c'est sa mère qui m'intéresse. Je trouve que Thétis Longora, en fait, finalement, elle dit plus de choses. Et puis après, finalement, je me dis, mais non, c'est même pas ça. C'est en fait, ce qui m'intéresse, c'est les soldats qui sont autour de Achille, et c'est ce qui les unit les uns les autres. C'est pourquoi ils sont là, c'est leur tragédie à eux. Et puis après, non, c'est toujours pas ça. Et voilà, en fait, c'est ça que je fais. Je me dis pas, voilà, il faudrait que tout corresponde exactement. Et voilà, j'ai pas un rapport comme ça à la lettre, quoi. Je sais pas d'adapter. J'explore un mythe, j'explore la mythologie. Et j'en fais ce que je veux, en fait, d'une certaine manière. Mais j'essaie d'en tirer quelque chose, quoi, une puissance évocatrices qui disent quelque chose, qui me permettent d'accoucher de quelque chose, qui disent quelque chose sur une expérience intime, une expérience collective et intime de ce que c'est que d'être un arabe en France, notamment, dans le monde contemporain, en fait, en gros. Et voilà ce que ça donne, quoi. Donc il n'y a pas de truc aussi clair. Alors je vais essayer de répondre. Alors il y en a au moins deux que j'ai retenues. La question du nous, c'était la première, donc celle-là je l'ai retenue. Je dirais qu'il est ni inclusif ni exclusif. Je ne sais pas si je me fais comprendre en reprenant ces deux. Ça ne cherche pas à inclure un certain nombre de personnes, ni à en exclure. C'est un nous en extension ou en expansion variable et qui peut aussi se contracter. En fait, c'est à ceux qui se reconnaissent dedans. Mais ça n'inclut pas et ça n'exclut pas. C'est un nous justement d'expérimentation poétique. Là, je fais le joint avec l'autre question sur est-ce que l'extrême droite lit davantage de littérature que quand j'ai... Extraordinaire. Ah, celle-là, elle est bonne. Est-ce que l'extrême gauche lit davantage de littérature? Dans le texte à l'époque, dans les années 10, qui est à la fin des années 10, je disais, il faut le prendre comme une marque d'humour plutôt que l'extrême gauche, en l'occurrence c'était moi. Et donc je me prenais moi-même comme cobaye, si vous voulez, et je constatais à l'époque, mais c'est encore un peu le cas aujourd'hui, que sur ma table de chevet il y avait beaucoup plus de livres de sciences humaines, parce que j'avais, vous savez, cette propension à apprendre des choses. Voilà, c'est ça la tâche des sciences humaines, c'est quand même de nous apprendre des choses sur le monde, sur comment on vit, où est-ce qu'on y est, et tout ça, vous voyez. Bon. Et donc je ne suis pas sûre du tout, mais après il faudrait mener une enquête sociologique, que les gens qui sont militants, activistes, lisent davantage de littérature ou de poésie. Ça, j'en suis pas du tout sûre. En tout cas, oui, il y a, je crois, je vais un peu reparler du passé, mais quand j'ai commencé à écrire dans les années 90, alors c'était plutôt du côté de la poésie, c'était pas du côté du roman.
parce que c'est quand même assez strictement... on a tout le temps le mot hybridation, mixage, collage, machin, là, enfin bon, y compris les libraires et tous les critiques et tout ce que vous voulez, et les médias, à la bouche, mais en fait, en pratique, il n'y a pas. En pratique, on est dans des niches. Chacun est dans des niches, dans des bien cloisonnés, bien rangés sur les étals. Vous voyez ce que je veux dire? Et dès que vous posez là-dessus un bouquin un peu ambigu qui saute d'un registre à l'autre, alors là, ils sont perdus. Hein. J'ai écrit il y a très longtemps un tout petit livre qui s'appelle Jeanne d'Arc, D-A-R-C sans l'apostrophe, pour répondre aussi à ta question. J'avais enlevé la particule. Qui était une sorte de biographie accélérée de Jeanne d'Arc, qui posait l'idée que la littérature et la poésie, c'était la guerre. Donc, ce livre-là, ce petit livre, il a été publié en 97 ou 98. Ben, on l'a retrouvé du côté histoire. Il était chez POL, hein, mais il y a des gens qui m'ont dit « Ah, je l'ai vu dans le rayon histoire, dans le rayon biographie ». Vous voyez ce que je veux dire? Dès que vous jouez un peu avec les registres, avec les catégories, avec les genres institués, très vite on est perdu, quoi. Très vite on est perdu parce que ça demande, parce que il faut un peu titiller quand même, quoi. On ne peut pas donner tout le temps la même soupe. Sinon on ne réfléchit pas. On pense pas moi la première, mais les autres aussi, tout le monde. Alors, donc quand j'ai commencé dans les années 90 et j'étais pas la seule, on avait une conscience très aiguë du côté de la poésie, j'entends, hein, de ce qu'avaient apporté les avant-gardes historiques. Et quand je dis avant-garde historique, c'est vraiment, faut remonter, je remonte même jusqu'au romantique. Hein, clairement, il y a, dans le livre que j'ai sorti chez POL qui s'appelle Tout va bien se passer, ça parle d'un mouvement comme ça qui se faisait appeler les méditatifs, qui était clairement un mouvement d'avant-garde qui a pris racine dans l'atelier de David à la fin de la Révolution française, ils se sont séparés en 1803 au moment où Napoléon l'a emporté, quoi, si vous voulez, définitivement. Et c'était clairement un groupe d'avant-garde, des étudiants qui travaillaient la peinture, qui la pensaient comme une chose mentale, justement, un truc comme ça, quoi, qui se sont fait expulser de l'atelier de David parce qu'ils étaient jugés pas suffisamment radicaux, qui ont squatté un vieux couvent en ruine sur la colline de Chaillot à l'époque, qui était végétarien, il y avait des femmes dedans, enfin, c'était un groupe typique qui cochait tous les critères de l'avant-garde. Sauf qu'à l'époque, les avant-gardes ne s'appelaient pas comme ça, donc on les appelait sectes. Et donc aujourd'hui, quand on cherche des renseignements sur ces méditatifs, ils sont encore étiquetés comme, y compris par les universitaires, comme une secte. Sauf que c'était réellement un groupe d'avant-garde. Alors après, les avant-gardes historiques telles qu'elles sont reconnues, voilà, il faut sauter à la deuxième moitié du 19e avec les utistes, les hydropathes, tous ces groupes qui ont annoncé Dada, hein, et qui ont posé, il y a un groupe qui s'appelle les hydropathes, qui ont posé très clairement le fait que les poètes lisent eux-mêmes leurs textes. Parce qu'ils ne gagnaient pas d'argent. Et que c'était les acteurs, dans les cafés-concerts et tout, vous voyez, le Chat Noir et tout, qui venaient lire les textes des poètes à leur place et qui donc empochaient le fric. Donc à un moment, Émile Goudot, il a dit mais le chef les gens qui s'occupaient des hydropathes, c'est les poètes maintenant qui vont lire leurs propres textes et comme ça au moins ils auront un coup à boire. Vous voyez ce qu'on va avoir tout à l'heure, on va avoir un coup à boire. Vous voyez le truc, donc il y a des choses qui ont... L'autobiographie d'Émile Goudot que vous avez sur Gallica, elle est facile à trouver, elle est super parce que ça décrit bien cette atmosphère-là avant Dada. C'est des années 1880, hein. C'est bien avant Dada. Et après, Dada a repris ça avec le traumatisme évidemment de la guerre, donc on allait encore plus loin. Et le surréalisme arrive et c'est quand même une forme de coup d'arrêt quand même, mine de rien. Hein. C'est une forme on pourra en discuter, mais on est habillé, voilà, le peu d'informations qu'on a, on pense surréalisme, on pense je sais pas quoi, Dali, c'est quand même un coup d'arrêt aux formes très expérimentales, très révolutionnaires qu'ont posé Dada et les groupes d'avant, aux choses radicalement différentes qu'ils ont posées à la fin du 19e et au début du 20e. Et puis après ça continue comme ça, et ce que je veux dire c'est qu'on était très conscients de cette histoire-là, de ce qu'on pouvait en tirer ou pas, en fonction évidemment de l'époque dans laquelle on était dans les années 90. Et donc, ça nous donne, vraiment, ça nous donnait pas seulement des outils, mais des armes. Réellement, ça nous donnait des armes. Et le sentiment que j'ai, c'est que il y aura encore beaucoup de profit, pas seulement du côté des gens qui font de l'art ou qui font de la musique ou qui font de la performance ou je sais pas quoi, mais du côté des militants et des activistes, à aller chercher de ce côté-là. C'est pas seulement des belles affiches,
Vous voyez ce que je veux dire? Ah, les affiches de 68, ah, je sais pas quoi, vous voyez, bon, très bien, voilà, là, on n'est pas dans le royaume des graphistes seulement, quoi. Tout n'est pas pour les graphistes. Enfin, bah, j'aime bien les graphistes, mais enfin bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas seulement donner des, ah, ben là, la belle typo, je sais pas quoi. Faut arrêter avec ça, quoi. Il me semble qu'il y a de ce côté-là, pour les militants aussi, et pour tout le monde, je veux dire, ce nous en extension dont je parlais tout à l'heure, des choses à aller pêcher là-dedans. Dans les formes de montage, dans les formes de collage, c'est pas seulement des trucs pour faire joli, c'est pas de la décoration, c'était complètement chevillé à des groupes politiques, ils n'étaient pas tous au PC, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Il y avait une relation, une articulation entre ces gens-là et l'atmosphère politique et les poussées politiques de l'époque. Et donc, ce qui est un peu, il me semble qu'il y aurait à chercher davantage de ce côté-là. Il faudrait être plus curieux de ce côté-là, je crois. Et je parle pour ceux qui travaillent aussi, en tant que, je veux dire, qui écrivent, qui font de la peinture, qui font des films, qui font de la musique. C'est pas seulement, vous voyez ce que je veux dire, les spectateurs ou les lectrices ou ce que vous voulez. Hein. Il me semble que ça manque cruellement. Et ça nous manquait moins à l'époque. Sur la question de est-ce que l'extrême gauche lit de la littérature ou pas, nous on peut peut-être, tu vois, en tant qu'éditeur de gauchiste, on peut peut-être t'éclairer parce que. Vas-y, l'éditrice de gauchiste. Non, mais ce qu'on peut se dire en tout cas, je ne sais pas si vous allez me contredire, mais c'est que à la Fabrique, éditeur gauchiste pour gauchiste, comme tu voudras, les livres de Nathalie Quintane et de Louisa Yousfi, si on parle de chiffres, on disait qu'il nous manquait des données, ils se vendent plutôt bien. Il y a des gens qui les lisent. C'est des livres qui se discutent, qui tournent, qui se vendent. Parce que je pense que précisément, parce que pourquoi nous, par exemple, on se met à fricoter avec vous, c'est que l'air du temps, il est tellement nihiliste, je crois que le problème des gauchistes et de nous autres tout entiers, quoi, c'est que c'est pas seulement de s'orienter politiquement. C'est pas seulement de, comme tu le disais, il faut apprendre, tu vois, de saisir les choses en termes de compréhension du réel. Ça, je crois qu'on est tous assez au clair sur ce qui se passe. La question, c'est ce que tu disais toi tout à l'heure, c'est produire des valeurs. Et puis ça s'est joué, alors pendant longtemps, on a pu croire que ça se jouait dans le progrès, la science, la technique. Ça, nous, notre génération, elle a bien compris que c'est pas là que ça se jouait. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste, quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste comme sacré? Il nous reste la religion, il nous reste l'art et la littérature, quoi. Le problème de ce champ-là, si on s'arrête à la littérature, c'est qu'elle s'est trop longtemps contentée, tu vois, d'un nihilisme aussi esthétique. Et ça, toi, tu viens le résoudre. Je dis, non, mais Florent Cos, quand même, il nous offre le mois prochain un livre où on montre la difficulté qu'a eu ce champ-là, aussi en proie à une espèce de nihilisme esthétique, de se défaire et de produire des valeurs. Et je crois que ton livre, il vient aussi résoudre cette question-là. C'est pour ça que je me permets de prendre la... C'est gentil de le présenter comme ça, mais en tous les cas, je sais pas, je me retrouve... Non, mais bah si. Mais c'est ce que disait Louisa, c'est-à-dire que... Et c'est pour répondre aussi à votre question, c'est-à-dire qu'on est dans un ordre de la langue qui nous fait parler, et la langue est l'instrument de l'oppression, et c'est aussi une arme de libération, d'émancipation qu'on peut travailler, etc. Et donc la question de savoir comment on va éduquer, comment on va parler aux gens, non, la question c'est plutôt qu'est-ce qu'on donne comme moyen aux gens pour batailler dans l'ordre de la langue, en fait. Enfin, moi pas particulièrement. Nathalie et Louisa plus que moi en tous les cas. Voilà, c'est peut-être ça l'idée, ouais. Une théorie, enfin oui, essayer de bricoler en tout cas une théorie qui soit une théorie littéraire qui soit une théorie un peu offensive et critique de la littérature. Il y a toute une autre maison d'édition qui fait ce travail-là depuis quelques années, qui est remarquable, qui s'appelle Questions théoriques. Et voilà. Et je voulais, chez laquelle Florent Cos a sorti un premier livre qui s'appelle Explore, qui est vraiment dans cette offensive-là. Je veux dire, je dis juste une phrase. Si j'ai écrit Un hamster à l'école, qui est un livre sur l'éducation nationale, de la manière dont je l'ai écrit, c'est-à-dire, j'espère plutôt drôle, c'est parce qu'il y en avait marre des pleurnicheries de droite et de gauche.
que je venais de me taper 2 ou 3 livres de profs de gauche qui disaient ah oui mais ceci, ah oui mais cela, et pas forcément en tapant sur le dos de la baisse de niveau et de je sais pas quoi, autre chose, hein. Mais il y a quand même un minimum d'arrêter avec la mélancolie de l'extrême ultra-gauche là, et de faire quelque chose qui est, je veux dire, l'ironie c'est pas du cynisme. L'ironie c'est un truc à Swift, hein, les gens comme ça. C'est pas du cynisme, c'est un truc qui dynamite, qui a la possibilité de dynamiter ce désamorçage perpétuel et ces pleurnicheries perpétuelles de notre côté en particulier, quoi, je crois. Donc il y a aussi d'autres, c'est con à dire, mais d'autres systèmes et d'autres tons et d'autres registres à explorer qui sont peut-être peu explorés ou pas suffisamment, hein, qui sont dynamiques, quoi. Juste, moi, je dirais, pour compléter ce que vient de dire Stella, et qui rejoint effectivement ce que je disais tout à l'heure, mais ça me permet de l'exprimer encore un peu différemment. Quand je parlais de la tension à laquelle je tiens, c'est-à-dire à laquelle tient mon écriture, entre effectivement une conception de l'écriture comme d'un bricolage, je veux dire, c'est une dimension à laquelle je tiens parce que je sais qu'elle me protège d'un certain nombre de choses, qu'elle me protège d'une posture, du grand écrivain, qu'elle me protège en fait. Donc on y tient. Donc je pense que effectivement il y a quelque chose de l'ordre dans l'écriture. C'est une activité extrêmement profane dans ce sens-là. Je veux dire même la plus profane quoi. Et donc c'est incarné par Héphaïstos, hein, c'est le forgeron. Et en même temps, je tiens aussi et presque autant à un certain rapport de la langue qui est presque, comment dire, une fois accordé au pouvoir magique de la langue. C'est-à-dire, je pense que y a autre chose qui se joue, quand même. Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre d'une forme de mystique, en fait, en vérité. Mais qui est donc lié, et qui est pas seulement, comment dire, le lieu de la religion, etc., mais qui peut être aussi un lieu investi politiquement. Parce que c'est ce que on peut appeler ça des valeurs, mais c'est aussi ce qui donne la raison d'être de ce geste en fait, qui fait que j'écris quoi, que j'ai envie de continuer à écrire. C'est pas de la magie, Louisa, c'est un acte. Bah, en fait non, mais c'est là que je suis pas d'accord. C'est pas que ça. Je pense qu'il y a autre chose il y a un rapport au monde invisible. Il y a un rapport entre eux, une interaction entre le monde visible et le monde invisible. C'est-à-dire qu'on cherche à tenir quelque chose, oui, qui dise quelque chose de cette interaction. Comment le monde visible est aussi en connexion avec des mondes invisibles. Voilà, on va dire monde invisible. Mais la langue comme acte, c'est puissant, quoi. Je vais me rattraper sur Victor Hugo. C'est pas qu'une matérialité, en fait. Je pense que la langue a une matérialité, mais c'est pas qu'une. À mon sens, il n'y a pas que ça. Parce que sinon, en fait, je le ferai pas. Je pense que je le ferai pas. Ça m'intéresserait pas de le faire. Je pense qu'un acte, le langage comme acte est très puissant. Enfin, Victor Hugo, puisque sans doute que ça m'a fait penser aux tables, tu vois, aux tables tournantes de Victor Hugo, Jersey, Guernesey, etc. Donc je voulais me rattraper de ce côté-là, quoi, tu vois. Et police partout, justice nulle part, c'est une phrase de Victor Hugo. Bon, elle est toujours active aujourd'hui, je crois, hein, par-delà les décennies, voire les siècles. Et c'est une phrase qui a été, je le raconte dans le livre, qui a été coupée, hein. Parce qu'elle est un peu plus longue, évidemment, c'est Victor Hugo, mais elle a été un peu coupée avant, un peu coupée après. Pas seulement pour pouvoir loger sur une banderole, c'est parce que elle est mieux comme ça, elle est plus efficace que quand elle était plus longue. Parce que ces phrases-là, c'est plus des citations, vous voyez, c'est des manières qu'on a de se les approprier et d'en faire justement des armes. Ouais. Je voulais poser une question à Louisa. On a beaucoup parlé de la contrainte. De la contrainte qui pose la langue. Ah, c'est mieux comme ça? Et j'aimerais savoir de quelle façon tu vis dans le travail d'écriture cette contrainte de la langue, dans ce cas la langue impériale. Et encore une fois, dans le travail d'écriture, comment on peut dépasser justement cette contrainte ou faire travailler l'attention en créant
une nouvelle langue que peut-être, je ne sais pas si on pourrait appeler une langue décoloniale, ou en tout cas une langue qui essaye de résister à la contrainte de la langue impériale. Voilà. Merci. Je voulais juste revenir sur ce que Louisa Youssi vient de dire. Et en fait, elle a manifesté très clairement une réflexion que j'étais en train de me faire. C'est le fossé qui existe, en tout cas que j'ai l'impression de voir entre les deux interventions et les deux rapports qui se manifestaient entre les deux autrices par rapport à la littérature. Plus fort ? C'est que je suis un peu malade, donc j'ose pas trop rapprocher. Mais où justement, dans le cas de Louisa Youssi, il y a une volonté, presque un désir, qui, dans l'écriture, de manifester ce rapport à ce que vous avez nommé invisible, non ? Et qui me semble être dans la littérature politique, faire un geste pour la beauté, être un geste pour le langage, pour la langue, pour la littérature. Et je joue un peu sur le titre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de tout déconstruire et de dire il n'y a plus de grammaire, il n'y a plus de... On balaye tous les modèles, mais de faire un effort, de tenir quelque chose et de réinventer une beauté en fait littéraire, une beauté de l'écriture qu'on porte avec soi dans tout ce que j'imagine qui est la littérature politique avec laquelle vous écrivez, avec laquelle vous venez. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, il y a un rejet et l'emploi que vous avez fait de la phrase de Rimbaud qui est de « je est un autre », non ? Dans lequel vous avez balayé un peu comme ça, oui, à bas l'intimité, à bas tout ça. Je pense qu'il n'y a pas une phrase plus politique que celle-ci, justement. « Je est un autre ». Parce qu'elle renvoie dans le champ poétique et littéraire quelque chose qui était complètement cristallisé, quoi. C'est pas la phrase de Rimbaud, c'est une phrase de Wittgenstein hein, qui dit que « je est un mot comme un autre ». Mais vous avez parlé de « je est un autre », non, de la phrase de Rimbaud? Bon, c'est la phrase de Rimbaud, en tout cas. Mais bref, donc je voulais juste pointer sur cette différence-là, qui est presque, à mon sens, une différence d'horizon et une différence d'attente. C'est-à-dire que d'un côté, on a des valeurs qui nous tiennent, on a un horizon politique très clair de libération qui nous tient, et de l'autre, j'ai l'impression qu'on a simplement la déconstruction. Voilà. Oui, je voulais vous demander, Nathalie, si, en écoutant la lecture de Louisa, si vous aviez envie de le faire étudier à vos élèves, parce que moi, je trouve ça très tentant. Et au-delà de la blague, est-ce que, j'aime trop l'idée de se bolifier ses phrases, etc. Voilà, de se rendre irrécupérable, comme vous avez dit. Mais ça soulève un peu la question du coup de l'hermétisme. Et où est-ce qu'on s'arrête, quoi, pour être sûr d'être encore lisible et de pouvoir quand même être, pas s'adresser juste à une petite caste qui est bien contente des petites trouvailles et des références, etc. Aucun des textes là n'est illisible. Hein. Vous savez, je fais des choses beaucoup plus compliquées avec mes élèves de collège. Hein. Je suis enseignante en collège. Je fais des textes beaucoup plus compliqués. Hein. Il y a quelques années, et ils ont trouvé ça très bien. Hein. J'ai mis le coup de dé de Mallarmé au tableau, hein, projeté, parce que c'est une partition hein, avec des différences de typographie. Et je leur ai dit, lisez-le, mais en respectant la typographie, c'est-à-dire que quand c'est grand, vous gueulez, et quand c'est petit, vous chuchotez. Ils se sont éclatés. Hein. Et le sens, c'est une partition. Lisez la partition. Le sens, on verra plus tard, hein, s'il y en a un. C'est ça le truc, si vous voulez. C'est pour ça que peut-être, entre autres, que je suis restée au collège, c'est parce que ils n'ont pas les préjugés, les machins. Ah, c'est pas de la poésie, madame. Ah, c'est pas de l'art, madame. J'entends très peu cette question. Je ne l'ai jamais entendue, même. Je n'ai jamais entendu ces remarques quand je fais un truc avec eux. Alors après, au lycée, peut-être davantage. Alors, ils sont un peu plus triés. Alors, ils vont dire, oh, mais madame, c'est pas de la poésie, c'est pas de l'art, je sais pas quoi. Mais j'ai pas... On essaye. C'est pas la question, c'est quel usage vous en avez? Est-ce que vous voyez ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le coup de dé de Mallarmé? On peut le lire. On peut le lire et on peut s'amuser à gueuler quand c'est grand, à chuchoter quand c'est petit. Ça, c'est un usage intéressant de la poésie. Et d'un texte qui, alors, excusez-moi, mais alors pour le coup, c'est vachement hermétique. Hein. Il n'y a pas plus hermétique au niveau du sens. Sauf que la poésie, c'est pas que du sens. Hein. C'est pas que du sens. Moi, ce qui m'ennuie, c'est ça. C'est que quand je suis face avec les élèves là, qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, excusez-moi, 13 ans, 14 ans, on peut, je dis pas que ça se passe bien chaque fois, c'est pas le truc, mais on peut s'amuser et faire des trucs davantage
qu'avec, excusez-moi madame, des gens qui veulent tout de suite de la beauté, quoi. Mais je ne sais pas ce que c'est la beauté, moi, j'en sais rien, moi. Une belle femme, c'est ça que vous voulez dire, un beau... Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est la beauté. J'en sais rien, c'est une espèce d'invocation à des dieux que je ne connais pas, la beauté, vous voyez. Et le surréalisme, une partie du surréalisme, le pape évidemment, a fait l'erreur de remettre ça en avant comme valeur cardinale de la poésie. Il faut arrêter avec ça. On est en train de... Là, on a fait un pas en arrière, hein, on a régressé, là. C'est... Voilà, vous avez ça, là, qu'est-ce que vous en faites ? Est-ce que ça vous rend vivant davantage ou pas? Est-ce que ça vous éteint? Est-ce que ça vous donne envie d'aller dormir ou de vous pendre? Ou est-ce que ça vous donne envie d'aller dehors et de gueuler? C'est ça la question. Sur les ados en particulier. Hein. Et pour madame, juste, je vais dire un truc, il y a un livre super qui est sorti chez Terrasse, qui s'appelle Tupa Madre, qui est génial. Voilà. Je vous le recommande chaudement parce que ça, c'est un livre qui montre comment on peut travailler, faire sauter complètement l'orthographe et raconter une histoire passionnante. C'est une fille de militante Tupamaros qui a écrit ça. Tupa Madre, T-U-P-A-M-A-D-R-E, chez Terrasse. C'est un très très bon livre, ça. Alors, j'avais une question là, précise sur la, sur la langue. Quand c'est la langue de notre aliénation, mais qu'en même temps c'est la seule qu'on a et que voilà. Bon, ça, il y a une formule qu'on reprend à chaque fois, qui n'arrête pas d'être reprise tout le temps. C'est la formule de Kateb Yassine sur le français comme butin de guerre. C'est-à-dire que du coup, maintenant, c'est la nôtre et donc on s'en est emparé et maintenant il s'agit de s'en saisir. Comme si on avait, volé l'arme aux mains de l'ennemi et qu'on pouvait le retourner contre lui. Voilà. Il y a un peu cette idée-là. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait juste et c'est ça qui se passe, en effet. Je pense qu'il faut quand même lui donner une modalité supplémentaire pour que ce soit véritablement efficace. C'est-à-dire que, effectivement, si c'est un butin de guerre, l'idée d'un butin, en fait, il ne s'agirait pas de le muséifier, c'est-à-dire de le mettre sous vitre, ou de faire comme les chasseurs, empailler la langue comme ça et la mettre sur nos murs en disant voilà, on l'a eu, voilà. Du coup on l'a, le français est à nous. Et en fait, il me semble qu'il y a eu toute une génération d'écrivains issus de cette histoire qui a un peu fait que ça, qui a un peu eu le français comme... qu'il a un peu empaillé, qui était très fier et du coup qui a écrit à la façon du français classique, enfin qu'il n'a pas cherché précisément qui a cherché à le préserver, quoi, à tout prix, à pas l'abîmer. Et du coup c'était un peu paradoxal précisément parce que si c'est ton butin de guerre, en fait, t'en fais ce que tu veux, quoi. Il est à toi ou il est pas à toi. Donc s'il est à toi, tu t'en fous. Donc là c'était vraiment il est à moi, mais en fait on n'est pas. Faut faire attention parce que sinon ils vont se fâcher. Bon, il y avait un truc comme ça. Donc là, l'idée, c'est que effectivement, c'est un butin de guerre, et un butin de guerre, c'est fait pour être utilisé. Donc on continue à l'utiliser, on le malaxe, on en fait des trucs, on en fait ce qu'on veut, il est à nous. Donc oui, c'est un travail à l'intérieur de cette langue-là. Et donc ça veut dire aussi, je pense, un refus à la fois d'une attitude qui est la nôtre de manière spontanée, qui est celle du bon élève et de l'exemplarité, de la respectabilité. Mais ça, c'est déjà un effort énorme, en vérité. Parce que c'est déjà aller à l'encontre de tous nos intérêts, de toute une éducation, de toute une stratégie historique qui a été la nôtre, mais qui a ses raisons d'être aussi, qui n'est pas simplement quelque chose... L'intégrationnisme, c'est pas quelque chose... C'est pas une idéologie de surplomb, c'est aussi un truc qu'on a développé, nous, pour survivre, quoi. Donc voilà, c'est la réponse que je ferai. Et puis, par rapport à ce que vous avez dit sur la beauté, je vous remercie, c'est une belle question. La question de la... Alors oui, je pense que c'est un rapport effectivement à la beauté. Moi, je dirais encore à un autre terme, je dirais à la dignité, en fait. Mais qui se rejoint, en vérité. Et en fait, moi, ce que j'ai l'impression de vivre, là, vous disiez que c'était que vous voyez une opposition. Moi, j'ai l'impression que ce que je dis là, c'est la même chose que ce que le mouvement décolonial a dit en arrivant en politique
en disant nous on vient un peu, en fait on l'a pas dit sous cette forme-là, mais on a dit on vient réenchanter le politique, c'est-à-dire on vient poser des questions qui sont pas seulement d'ordre proprement matériel, même si la dignité a une matérialité, hein, mais c'est pas que en ces termes-là, c'est pas que en termes de moyens de production, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu une friction, une conflictualité très forte avec la gauche à cet endroit-là aussi. Parce qu'en face, on avait fait le sens inverse, on avait fait le chemin opposé. C'est-à-dire qu'on arrivait sur le terrain du marxisme, qui était le matérialisme historique et tout, et nous on était là, on disait non mais en fait, on n'est pas que des ventres à remplir, il y a d'autres choses qui se jouent en fait dans un humain, dans les masses. Et voilà, elles aspirent à autre chose, elles aspirent aussi à la dignité, notamment à cette question-là de la dignité. Pendant très longtemps, on nous l'a refusée parce qu'on a estimé que c'était une valeur morale. Et la morale, c'est pas bon. La morale, c'est pas la politique. La morale, je sais pas d'ailleurs c'était quoi, mais c'était pas bon. Et alors on a fait tout l'effort a consisté à politiser aussi ce que c'était qu'une notion telle que la dignité. Mais la politiser sans la sécher, en fait. C'est-à-dire, ben oui, mais en même temps, c'est pas aussi simple. Voilà, il y a quand même aussi un rapport. Et je pense que là, ce que je raconte aussi sur la littérature, je crois que c'est, comme c'est ma tradition en fait politique, si je l'ai, du coup, c'est la même que c'est celle que je tiens aussi en littérature. C'est voilà. Donc effectivement, beauté, amour, sinon, je veux dire, là, je la montre parce qu'elle est là, Ouria Boutelja. Amour révolutionnaire. Je veux dire, parler d'amour en politique. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, parce qu'est-ce qui se passe. Mais moi, je pense que là, justement, on est au cœur de cette tension. Vraiment, on peut pas être plus au cœur de cette fameuse tension dont on veut parler quand on raconte alors littérature et politique, alors qu'est-ce que c'est ? Là, en fait, c'est ça en acte, quoi. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est injuste parler de la communauté des affections. C'est injuste. Donc il me semble que c'est un autre nom de ce que une autre façon de formuler ce que tu viens de dire. Hein. Ouais. La communauté des affections. Ouais. Merci beaucoup à tous et à toutes de votre présence. Merci à toi Florent, c'était super. Merci. Et merci à la librairie du Canal et au Point éphémère.